Ça m'a sauvé la vie. Oui, il y a de quoi, hein. Mais ça me fait rire. C'est fou. On parle là de quelque chose qui va équilibrer votre yin et votre yang, hein? Ah, je l'espère. Ah bon? Mais ça fait longtemps. Éternellement. Quelle révélation. Chapeau les gars. Ça sera fabuleux, merveilleux. C'est une marque que j'aime bien. Ça circule partout sur les réseaux, c'est devenu le hashtag du moment. J'en veux encore et encore. Et faire immédiat. Téléchargez l'application ou connectez-vous sur la plateforme tv5monplus.com. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left. Dernier numéro de Quinquilibre de la semaine, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes le vendredi 17 mai, autant pour moi, 2024. Et comme tous les vendredis, les habitués le savent, les vendredis sont culturels chez Quinquilibre. D'ailleurs, vous allez retrouver la chronique culture avec Laura. Elle sera accompagnée d'Abdoul Aziz Ban pour le sport, sans oublier bien évidemment Aline Badarakan. Il n'aime pas que j'appelle l'incontournable, mais ça reste mon incontournable justement sur ce plateau. Aline Badarakan qui interrogera nos différents invités du jour. Quinquilibre, c'est également les capsules quotidiennes, le bulletin d'information, le bulletin météo, sans oublier bien évidemment la capsule gym de notre coach Tandara. Les vendredis, généralement, il nous propose des challenges. J'espère que vous êtes bien installés parce que tout à l'heure, vous allez devoir reproduire ces exercices sans plus tarder. Quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? Je vous propose de suivre la météo. Chers amis téléspectateurs de Quinquilibre, bonjour. L'actualité météorologique de ce jour restera marquée par une fraîcheur matinale qui sera ressentie tôt ce matin et des risques de pluie qui sont attendus là-bas vers l'extrême sud-est du pays, dans la région de Kédougou. Alors l'animation satellitale nous montre donc des passages nuageux, donc des nuages fins en provenance de la mer qui vont intéresser le ciel sénégalais. Et ces vents donc, nous provenant des zones tempérées, symbolisées par ces flèches blanches, ces vents donc, qui vont ventiler donc, la partie ouest du pays, c'est-à-dire l'axe Saint-Louis, Dakar allant vers Ziguinchor. Et ces nuages que vous voyez en bleu sont ces nuages là-bas vers l'extrême sud-est du pays qui pourraient donc occasionner des pluies faibles à modérées dans la région donc, de Kédougou. Ce qui fait qu'en termes de prévision, à partir de cette nuit allant la matinée de demain, donc comme le montre la carte, donc c'est un ciel ensoleillé qui sera de mise sur la quasi-totalité du pays, hormis l'axe Kédougou allant vers Kolda, où des nuages denses pourraient être notés. Côté sensation, donc une légère baisse des températures journalières sera accusée vers les régions donc proches du littoral, sur l'axe Saint-Louis, Louga, Thiès, Dakar, Mbour allant vers Ziguinchor, avec des valeurs qui tourneront entre 27 degrés à Saint-Louis, 28 sur l'axe Dakar-Mbour, allant jusqu'à 36 degrés à Ziguinchor. À l'intérieur des terres, par contre, ce sera une chaleur qui sera ressentie avec des valeurs de 39 degrés attendues sur l'axe Diourbel allant vers Linguère, 40 degrés attendus à Fatick, 41 attendus sur l'axe Kolda allant vers Kédougou, 42 attendus sur l'axe Kaffrine allant vers Tambacounda, 44 à Bakel, 43 à Matam, et un pic de 46 degrés attendus au nord du pays vers la région de Podor. Donc globalement, chers téléspectateurs, donc c'est une fraîcheur matinale qui sera ressentie tôt ce matin et des nuages denses donc, qui pourraient donc intéresser l'axe Kédougou allant vers Kolda et qui pourraient y occasionner donc des pluies faibles à modérées. Ce qui met fin à ce bulletin météo. Excellent. L'équipe m'a rejoint au plateau, Aline Badarakan qui commence à lancer des pics à Marfouz dès ce matin. Il est 6h35, je pense que tu pourrais te reposer un peu le matin, hein, Aline, comment vas-tu? Et quelle preuve tu brandis, hein?
pour étayer une Je telle ne accusation. dirai pas ce qui se passe en off. Une vraie journaliste. Hein. Dire que ça, c'est notre cuisine interne. Hein. C'est Mais raison bon, pour laquelle que il j'ai... fallait qu'elle vende la mèche. Raison pour laquelle j'ai rien dit, d'accord? Mais tu as tout dit, c'est tout comme. Abdelaziz Ban, comment vas-tu? La Champions League ce matin. Ça va, c'est vrai. Ça fait près de 2 mois. Un plaisir réellement partagé. Balle. On va pas parler de Mali. Non. Je l'ai convaincu. Maintenant, on parle de Ligue des Champions et de la Nous sommes balle. les seuls sur les 17 millions de Sénégal à comprendre. Hein? Pour aller regarder un match total. Alors qu'il y a le match qui joue. Ouais, c'est vraiment ce qu'on appelle jeter de l'argent par la fenêtre. Vous comprenez maintenant pourquoi je lance autant des pics à Alioune Badara Kane. Parce que si je ne le fais pas, ça vient de lui. Alors, quelle est le minute de ta chronique de ce matin? On va parler aujourd'hui de football féminin avec le tournoi U20 à IFOA que le Sénégal va démarrer donc lundi. On parle également de football avec l'inclusion au niveau de Médina Euroflot avec la fédération sénégalaise qui s'est déplacée à Médina Euroflot pour organiser un tournoi de football surtout destiné aux filles. Également parler de Ligue 1 avec le programme de la 24e journée, de Ligue 2, le programme de la 24e journée également, mais également le jeu de table. D'accord. Très bien, et ce sera dans la première partie de ce magazine. Alioune Badara Kane, qui sont nos invités du jour? On en a 3 ce matin. Ben, que des messieurs, hein? Rarement tout le temps aussi bien représentés sur un plateau. Hein, parce tout le temps aussi bien représentés sur le plateau, la preuve en est là. Pour la gente féminine, mais aujourd'hui exceptionnellement que des messieurs, donc pour être sur ce plateau de la matinale, donc le dernier de la semaine. Je pense que nous aurons, disons, bénéficierons de la bonne compréhension de la gente féminine, hein, parce que souvent, vraiment, elle donne le pion aux hommes sur ce plateau. Et donc, il faut rétablir un certain équilibre. Et donc, pour le faire, nous avons cru utile, opportun d'éviter Monsieur Jean-Pierre Da Silva. Jean-Pierre Da Silva, ici présent, il est le secrétaire général adjoint du comité national d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine, cap sur Popenguine. On reviendra sur les préparatifs, disons, de cette 136e édition donc de ce pèlerinage, hein, l'un des plus grands événements pour la communauté catholique ici au Sénégal et même au-delà, parce que quand même les pèlerins nous viennent d'un peu partout, de tous les pays voisins du Sénégal. Et avec lui, on va s'arrêter sur, bien sûr, les préparatifs, mais également revenir sur la portée de ce thème, le thème retenu cette année-ci, avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix, un thème d'actualité, la justice et la paix. Je pense que ces 2 thèmes ont été particulièrement revisités lors de la dernière présidentielle. Et à sa suite, un grand apiculteur, hein, le plus grand pratiquement, on va le dire, l'un des plus grands du Sénégal, hein, sachant qu'il est très modeste, je vais le dire ainsi. Donc l'un des plus grands du Sénégal, Mamadou Ly, il est le président de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal. Alors le prétexte, c'est vraiment la célébration de la journée mondiale de l'abeille. Hein. C'est cet être si fragile mais si important dans la préservation de la biodiversité sur Terre. On reviendra sur le travail de l'apiculteur, comment on devient apiculteur, la formation, est-ce qu'au Sénégal elle est vraiment garantie, les débouchés et tout cela. Donc on va en parler avec M. Mamadou Ly. Et pour clôturer en beauté, on va le dire, ce plateau du vendredi, un grand spécialiste des cultures africaines, notamment des cultures urbaines, Nagosek, journaliste, spécialiste, donc historien des cultures urbaines africaines. Il est de passage donc au Sénégal. On a tout fait pour l'avoir sur ce plateau avec l'aide bien sûr de notre ami Yacinthe, l'un de nos précieux sergents recruteurs, qui sera là sur ce plateau pour revenir avec nous sur l'évolution bien sûr des cultures urbaines africaines. Donc voilà ton domaine. Voilà mon domaine. Donc voilà les questions qui seront abordées avec nos 3 invités du jour. Alors bonjour messieurs, monsieur Da Silva. Bon, on va dire que Popenguine se prépare, c'est ce week-end. C'est ça. Tout à fait, c'est ce week-end. Alors merci beaucoup, bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Le pèlerinage se prépare et depuis plusieurs semaines, le comité d'organisation et l'ensemble des services de l'État sont à pied d'œuvre à travers des rencontres de développement local, départemental, régional, dernièrement national, avec le ministre de l'Intérieur, où de forts engagements ont été pris pour permettre à la communauté catholique de pouvoir organiser ce pèlerinage dans les meilleures conditions. Très bien. Merci. Alors, monsieur Mamadou Ly, on parle de l'abeille. L'abeille, un peu quand même incontournable dans l'écosystème de la nature. Et surtout aussi dans notre sécurité alimentaire.
C'est vrai. On a vu que vous nous avez ramené des pots de miel. Un bel échantillon. Hein. Un bel échantillon. On voit beaucoup de teintes. Heureusement qu'il n'y a pas de serrure dans les parages. Hein. Clair. Heureusement, il n'y a pas de serrure dans les parages. Hein. Donc notre miel est bien à l'abri. Finalement, le miel est bien, on va dire, à l'abri, comme il l'a dit ici Aline Badarakan, et surtout est bien transformé et surtout bien conditionné pour la revente ici au Sénégal. Et à l'international. Aussi. Allez-y. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir encore de revenir au plateau Kenkeliba. On parle de miel, de l'abeille et surtout de notre célébration. On célèbre la Journée mondiale de l'abeille pour faire connaître aussi à la population l'importance même de l'abeille dans notre biodiversité, comme vous venez de le dire, et surtout dans notre sécurité alimentaire aussi. Elle participe vraiment à 80%. C'est un pollinisateur qui pollinise, qui fait la fécondation de nos plantes et fruits. Très bien. Est-ce que vous avez un peu vécu ça étant jeune, le matin avant d'aller à l'école? On nous donne une petite cuillère de miel. Pour être plus intelligent. Bon, j'espère qu'ils sont tous devenus ingénieurs. Je sais pas moi. Physiciens. Je l'ai pas. Ah mais bien sûr, nous sommes tous passés par là. C'est avec maman qui faisait ça. C'est vrai. Le rituel du matin. Hein. Avant d'aller à l'école, la cuillère de miel. C'est le vigilant de maman. Effectivement. Alors nous allons passer tout de suite à la revue des titres avec nos quotidiens que nous avons reçus ce matin. On va commencer par le quotidien Yor Yor qui titre à sa une avec la photo du Premier ministre Ousmane Sonko, la souveraineté en marche. Alors nous continuons avec Sud Quotidien qui titre à sa une le plan décennal des gestions des inondations vers un audit des 717 milliards. Ousmane Sonko au conseil interministériel sur les inondations à Diamniadio. Nous allons auditer les 717 milliards que l'État dit avoir investis dans la gestion. Réumi Quotidien à présent, avec cette même actualité, Ousmane Sonko depuis l'UCAD et en présence de Mélenchon. Sonko envoie des rafales à Macron. Alors, à lire justement dans les colonnes de Réumi Quotidien. Alors, 24 heures à présent, persécution autant pour moi de Pastef et ses membres entre 2021 et 2024 sous le régime de Macky Sall, ce que Sonko reproche à Macron. La Tribune, alors, qui titre que Sonko rassure Mélenchon, le Premier ministre déclare que l'homosexualité est tolérée au Sénégal. Alors, on continue avec Source A qui titre l'ex-DG de la SAPCO, Souleymane Ndiaye, craint une tentative d'assassinat car dit-il, les écrous des 4 pneus de son véhicule ont été retrouvés desserrés à moitié. On va continuer justement avec l'As qui titre lui à sa une ce quotidien l'As, l'établissement de Baïnias craque. Dakar Times à son tour, économie et finances à propos de la dette africaine. Alors justement un dossier à lire dans les colonnes de Dakar Times. L'évidence. Sonko Mélenchon, le franc-parler et également d'autres titres ou actualités à retrouver justement dans les colonnes de ce quotidien. L'évidence, Ibrahim Send plaide pour plus d'implication des cadres de la MONCAP. Le quotidien spécialisé en sport, Stade Quotidien. Alors, qui va s'offrir la pépite Lamine Camara? Alors, c'est le mercato ou pas entre Juventus, Chelsea, Galatasaray. Alors, en Turquie. Bon, Abdelaziz Ban, à ton avis? Il doit aller en Angleterre, je pense. En Angleterre? Je lui conseille d'aller en Angleterre. C'est le meilleur championnat. Tu as beaucoup plus de visibilité qu'en Turquie. Et puis, il aura beaucoup plus de latitude, comme on l'a vu avec les autres Sénégalais qui sont là-bas. Idrissa Gana Gueye, Nicolas Jackson, l'ami de Aline Badarakan. Et puis d'autres joueurs sénégalais qui évoluent en Premier League. Très bien, on continue avec toi, comme on parle de sport. Oui, on parle. Alors, on laisse passer le jingle. Tout à fait. À ta chronique, juste après ceci.
Alors, Abdelaziz Ban, on commence par quoi ce matin? On démarre par le football féminin avec le tournoi de l'IFOA qui démarre donc ce 20 mai à Thiès. Chez les U20, le tirage au sort a été effectué. Le Sénégal, le pays hôte, est logé dans le groupe A en compagnie de la Gambie, du Mali et de la Guinée-Bissau. Nous allons écouter Abdoulaye Cissé. Il est le directeur de la compétition au niveau de l'IFOA. Au nom de l'IF de Médina Yoro Fula, M. Mamadou Racine Fall, je tiens véritablement à remercier très sincèrement la SCOFI, à travers la SCOFI, sa présidente, Madame Seck, d'avoir inscrit ce tournoi-là dans son plan d'action. C'est un tournoi de football féminin, n'est-ce pas, avec comme thématique l'inclusion, n'est-ce pas, des filles, n'est-ce pas, dans les activités sportives. Mais cette inclusion n'est pas que seulement sportive. Nous la voulons une inclusion, certes sportive, mais scolaire, culturelle, etc., etc. Parce qu'il faut reconnaître que dans ce département, sur le plan scolaire, les filles sont victimes de pas mal de contraintes qui sont à la fois culturelles, à la fois donc économiques, à la fois sociales et même infrastructurelles, n'est-ce pas, qui plombent leur développement, qui plombent leur progression. Maintenant, ce tournoi peut s'inscrire dans cette dynamique véritablement de changer les mentalités, de faire croire à la population que les filles doivent véritablement être inclus dans tout ce qui se fait. Ce tournoi est un prétexte pour nous, n'est-ce pas, d'utiliser le football qui est déjà un aimant entre les populations, n'est-ce pas, et les enfants, pour pouvoir asseoir chez eux certaines valeurs qu'on retrouve dans la pratique du football et qu'on compte utiliser et qui nous aideront, n'est-ce pas, à lutter contre la déperdition scolaire, parce que nous sommes dans un département qui a un fort taux d'abandon scolaire et grâce à la pratique du football, nous espérons vraiment réduire ce taux-là. Alors, c'était plutôt dans l'Eurofula avec justement le tournoi de l'inclusion à Médina Yoro Fula. C'est dans la région de Kolda qui a accueilli donc la première édition du tournoi de l'inclusion, une initiative de la Fédération sénégalaise de football pour promouvoir l'émancipation de la femme et des filles à travers la pratique du sport, plus particulièrement le football. Nous avons donc écouté Oumisek de la SCOFI et l'inspecteur Bamboboy de l'IF de Médina Yoro Fula. Très bien, et on va revenir justement au football féminin avec le tournoi UFAO-A qui démarre ce lundi à Thiès. Tout à fait, c'est chez les U20, le tournoi UFAO-A, donc le tirage au sort a été effectué. Le Sénégal est dans le groupe A en compagnie de la Gambie, du Mali et de la Guinée-Bissau. Donc nous allons écouter Abdoulaye Cissé, le directeur de la compétition de l'UFAO-A. Donc voilà, effectuer le tirage des poules du tournoi IFOA U20 qui va se tenir du 20 au 30 mai ici au Sénégal à Thiès. Nous avons donc dans la poule A, si je m'abuse, le Sénégal, la Gambie, le Mali et la Guinée-Bissau. Et dans la poule B, nous avons le Libéria, la Guinée, la Mauritanie et la Sierra Leone. En faisant ces tournois, nous avons un double objectif. Le premier objectif, c'est de donner à nos joueurs le maximum de matchs dans les jambes, mais également de former vraiment de véritables stars du football féminin, mais également de raffermir les liens de solidarité dans le domaine du football, dans le domaine du sport, qui existent entre les pays de la sous-région. Et enfin, c'est là où je vais donner le mot de la fin à Mme Seni, qui va faire vraiment un appel au fair play. Nous, pour notre part, au nom du président Lamine Badio, au nom du directeur exécutif, nous souhaitons à tout le monde une bonne participation à ce tournoi.
Alors, parfait. Alors, on connaît la poule du Sénégal. Il y a la Gambie, la Guinée-Bissau et le Mali dans le groupe A. Oui, le tournoi on peut l'appeler le tournoi de la sous-région, de l'intégration. C'est vrai. Il faut A. Donc, le Sénégal qui accueille donc cette compétition pour la deuxième fois de suite, parce que l'année dernière, ça s'est joué à Thiès. Cette année aussi, ça va se jouer au niveau de Thiès, au niveau du stade Lat Dior. Donc, c'est une bonne chose de permettre à ces jeunes-là, ces jeunes dames, ces jeunes filles, de moins de 20 ans de pouvoir disputer ce tournoi IFOA pour leur permettre d'être en jambes et puis de préparer les compétitions à venir, la Coupe d'Afrique et également la Coupe du Monde, les qualificatifs pour la Coupe du Monde. Très bien, Inch'Allah. En tout cas, ce sera des derbies à Aline Badara Kane très rapidement. Je finis avec... parce que je sais que ton commentaire, il sera assez long. On va continuer avec le programme de la 24e journée de Ligue 1. Avec ce samedi, on aura Génération Dakar Sacré-Cœur qui joue contre Génération Foot, Djambar contre Guédiawaye Football Club, Union Sportive de Gorée qui joue contre la Linguère de Saint-Louis. Dimanche, on aura Sonacos, Union Sportive de Ouakam, le Giraffe qui joue contre Diamono de Fatick, l'AS Pikine qui reçoit le leader Teungueth Football Club et puis le Casa Sport qui reçoit à Kolda le Stade de Bourg. Qu'en est-il de la Ligue 2? Avec ce samedi au programme de cette 24e journée de Ligue de Renaissance Sportive de Yoff contre HLM, Walidan contre Dembo Diop, Oslo qui joue contre l'AS Douane, le Dakar Université Club reçoit le CNEPS de Thiès et dimanche, Thiès FC contre Ndiambour, AGEL Rufisque contre Amitié FC et puis Kermadior qui reçoit Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie. Très bien, on va parler d'une toute autre discipline. Il s'agit des Jeux de dames, le tournoi de clarification à Dakar. Tenu à Dakar avec le relais de Dakar qui abrite donc le tournoi dit de la clarification avec la finale 8 en présence des ténors de la discipline, des grands maîtres internationaux, des maîtres internationaux et joueurs de national sous la houlette du promoteur international Tamsir Bari. Nous allons donc suivre ce reportage de Jacob Ndir et Tanda Ndiaye. Un tournoi spécial assiégé de l'esprit, le format A8. C'est un tournoi que j'organise comme les autres tournois, mais à la différence que les deux adversaires qui s'affrontent vont s'affronter en 6 rondes. Donc c'est presque comme qui dirait un corps à corps. Et celui qui accumulera le plus de victoires à la fin des 6 rondes sera déclaré vainqueur. Le Don King du jeu de dames sénégalais a réuni tous les anciens présidents de fédération. Le jeu de dames sénégalais, décidément, une grande famille se retrouve. Je suis encore là, assisté à la finale du tournoi de Tamsir Bari, que l'on ne présente plus. Tamsir, un promoteur de jeu de dames. Tamsir qui a su réunir autour de lui l'ensemble de la crème du jeu de dames. Je dirais 2 anciens présidents et l'actuel président de la fédération qui sont là avec lui pour l'organisation de ce tournoi-là. Donc il était bon de les opposer dans la mesure où au niveau des tournées régionales, il annulait toutes les parties. Donc ils se sont rencontrés dans ce face-à-face et à l'issue des compétitions, donc c'est Modou Seck qui a eu une victoire. Le mois de juin, mais aussi juillet seront des mois très très intenses, chaud bouillant, avec les pions, mais tout ceci dans un esprit de pure fraternité sportive au grand bonheur des damistes sénégalais. Un reportage de Tanda Ndiaye, El Hadji Coach Tanda Ndiaye. Alors, les jeux de dames, un sport qu'il faut aimer, hein, Aline Badara Kane. Ben, j'aime bien comment on appelle ça, le Ludo, hein? Oui. Ouais, j'aime bien ça. Hein? C'est des jeux de dames, c'est pas le Ludo. C'est une sorte de jeu de dames, hein? C'est dans la grande famille des jeux de dames. Hein? Pourquoi vous manquez de temps de considération à cette discipline. Hein? Aujourd'hui, j'en ai pour mon gars. C'était le sport favori de l'ancien président du Sénégal. Alors, mais le Scrabble, ça, quand même, c'est... Voilà, j'aime bien. Ah non, mais j'aime bien. Et puis, c'est un jeu à vulgariser auprès des jeunes. Ça leur permet d'avoir un meilleur vocabulaire, une meilleure culture générale, de raffermir les liens également. Effectivement. Hein, voilà, de pouvoir garder son calme, hein, de réfléchir.
de savoir comment sortir d'un petit piège, comment trouver le mot où il y a les deux lettres qui manquent. Je pense que le Scrabble... Et puis, il est facile d'initier son enfant. Moi, par exemple, machallah, je l'ai réussi. Hein. Je l'ai réussi parce que, bon, vous savez, à chaque fin d'année, bon, on a des bons pour acheter des cadeaux à nos enfants. Mais cette fois-là, je me suis dit, bon, je vais acheter peut-être un jeu d'esprit. Intelligent, oui. Intelligent. Et voilà, j'ai pu le réussir avec lui. Parce que ça m'a demandé quelques heures d'exercice avec lui. C'est mieux que le tennis. Et il a aimé. C'est mieux que le tennis. Il faut faire presque 50 km pour venir jouer au tennis. Je pense que le Scrabble, c'est... Non, mais si, c'est présent. Bon, tu y tiens. On va essayer de construire un petit terrain de tennis. Non, mais ça, il faut un professionnel de football. C'est dans le cadre de la démocratisation de la pratique sportive au Sénégal. Parce qu'il y a certaines disciplines, on ne peut pas les pratiquer quand on est dans certaines zones du pays. Le golf, par exemple, le tennis, hein, tout cela. Je pense que ça, également, c'est l'un des chantiers du tout nouveau ministre des Sports, qu'il y ait une meilleure démocratisation, un meilleur accès à tous ces sports-là, souvent que l'on prête aux riches. Par exemple, faire du tennis au Sénégal, ce n'est pas donné aux enfants de la banlieue. C'est un peu élitiste. Le golf, n'en parlons même pas. Même si voilà, c'est ça. L'équitation, l'escrime. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Jean-Pierre Da Silva, quel sujet, justement, de la chronique de Abdelaziz Ben vous a le plus marqué ou vous a attiré votre attention? Alors, je dirais, dans sa chronique, c'est plutôt le football féminin. Le football féminin. D'accord. Ouais, le football féminin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de donner aux filles leur chance. Tout à fait. Tout en sachant qu'elles sont aussi... elles ont les mêmes compétences à faire valoir. Et c'est important qu'on fasse la promotion de ce sport-là pour les filles. Très bien. Monsieur Mamadouli? Oui, c'est l'inclusion, mais aussi c'est le fait d'amener ça jusqu'à Médina Yoro Fula. C'est vraiment important de faire découvrir aux enfants à l'intérieur du pays et vraiment le sport et l'inclusion et de leur vraiment donner aussi l'occasion à ces enfants-là de pratiquer certaines disciplines. Merci beaucoup Abdelaziz Ben. C'est juste féliciter le petit frère Sidi. Oui. Il est maintenant joueur de Football Club de Lens. Il a signé un contrat jusqu'à 2000... ton petit frère? Oui, 2028. Alioune Badara Kane? Il a quitté Bad Borisov en Biélorussie. On a un joueur. Maintenant, il est clair que pour le prochain exercice du championnat français, il y aura... Maintenant, il faut voir si je vais continuer à supporter l'Olympique de Marseille ou bien si on va changer de club pour... Tu ne pourras jamais mettre un club au-dessus de l'OM. Je te connais. Un Olympien restera toujours Olympien. Maintenant, tu diras que tu feras de la place à un autre club dans ton cœur et ça pourrait être vraiment les 100 et autres. C'est un club que souvent les Marseillais aiment bien. Tout à fait. Parce qu'on a la même philosophie, c'est le même esprit, la même culture footballistique. Voilà, on sent véritablement l'adhésion populaire. C'est le club des couches populaires, le club de la classe ouvrière. Bon, c'est un peu comme Marseille. Rien à voir avec le Qatar Saint-Germain. En tout cas, on sent que tu le caresses dans le sens du poil pour pouvoir intégrer le pôle des managers, mais ce ne sera pas possible. On va rester avec toi. On va rester vraiment dans la matinale Kinkeliba avec la rubrique invitée. Juste après ceci, on revient juste après. Alioune Badara Kane, actualité oblige, on commence par Popenguine. Surtout que nous sommes sous étroite surveillance de Anne-Marie Gomis. Hein. Voilà. À qui nous passons justement le bonjour, Anne-Marie Gomis. Voilà, c'est ça. Donc c'est un plaisir pour nous de recevoir le représentant, en tout cas, du comité national d'organisation de la marche. Donc de Popenguine, l'un des plus grands événements religieux du Sénégal et même en Afrique de l'Ouest pour la communauté catholique. Et cette année-ci, le rappel étant important, le thème porte sur « Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix ». On reviendra sur ce thème-là, Monsieur Da Silva, pour bénéficier de vos éclairages, de sa pertinence. Mais d'abord, on va s'arrêter un peu sur les derniers préparatifs, parce que nous sommes à quelques heures de l'arrivée des premiers marcheurs donc dans la cité sainte. Alors aujourd'hui, peut-on dire que le comité est fin prêt à accueillir tous ces marcheurs qui viennent d'un peu partout, au-delà même du Sénégal? Quels sont les derniers détails encore à régler pour que ça soit parfait? Merci Alioune Badara. Pour parler un peu de l'organisation en ce moment, du niveau d'attente,
Actuellement, au niveau de Poponguine, toutes les commissions qui constituent l'organisation du pèlerinage sont à pied d'œuvre, sachant que tout n'est pas parfait dans une organisation, il y a toujours des manquements, mais nous avons eu bon espoir lors de nos rencontres sectorielles avec les responsables chefs de service au niveau de l'État, qui ont pris en charge un certain nombre d'engagements, un certain nombre de demandes et de besoins, et qui essaient de mettre ça en œuvre pour permettre aux pèlerins de pouvoir venir à Poponguine et y passer 3 jours, du 18 au 20, dans de meilleures conditions. Il est évident que d'année en année, au niveau de Poponguine, nous avons un flux important de pèlerins, parce que le pèlerinage aujourd'hui est délocalisé, n'est plus national, mais il est international. Oui. Nous avons nos frères de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, et de fortes délégations qui arrivent. Et c'est pourquoi Monseigneur Benjamin Ndiaye a accordé une importance particulière, surtout par rapport à ce sanctuaire-là, ce nouveau sanctuaire-là, qui fait partie du projet de l'État par rapport à la modernisation des villes religieuses. Actuellement, les travaux sont en cours, parce qu'au mois de décembre, il y a eu la cérémonie inaugurale. Ensuite, les travaux continuent, et nous espérons que l'année prochaine, ce sera vraiment le sanctuaire clé en main. Voilà, en ce moment, nous attendons les marcheurs qui vont arriver le dimanche. Ils vont se mobiliser au niveau des différents foyers de marche et des différents sites où leur envoi sera fait. Ensuite, ils arriveront à Poponguine le dimanche matin. Donc l'ensemble des structures qui entourent l'organisation sont en train de se mouvoir sur le terrain. Et en principe, aujourd'hui, il doit y avoir une visite sur le terrain des autorités. Alors, comment vous parvenez à canaliser tout ce beau monde quand on sait que les marcheurs prennent plusieurs itinéraires Ils ne viennent pas tous de la même zone, ils viennent pratiquement de toutes les grandes paroisses du Sénégal. Ça se passe comment comment vous les guidez, comment vous parvenez à les regrouper, mais également pour la prise en charge de certains cas, par exemple, nécessitant les premiers secours, parce que ce n'est pas facile, hein, c'est une épreuve extrêmement physique, c'est une épreuve certes de foi, mais également physique. Alors, l'encadrement de la marche, pour dire qu'il y a plusieurs foyers de marche, il y a Dakar, il y a l'intérieur du Sénégal, il y a Thiès, Saint-Louis, Tambacounda, Kaolack, il y a le foyer de Sine Petite-Côte, mais aujourd'hui, ce ne sont plus des foyers de marche, mais l'innovation cette année, c'est que les diocèses s'organisent en doyennés. Parce qu'on a constaté qu'il y a eu pas mal de soucis avec les marcheurs, surtout par rapport à leur restauration, par rapport à la prise en charge du transport. Il fallait, après réflexion, après les évaluations, les remonter, revoir et essayer de mettre en place un dispositif qui permette aux marcheurs de venir à Poponguine et d'y repartir dans les meilleures conditions. C'est pourquoi cette année, ce sont les doyennés qui s'organisent, mais toujours les points initiaux de départ restent les mêmes. Pour Dakar, je prends l'exemple de Dakar. Les marcheurs de Dakar arrivent au Cap des Biches le samedi et quittent le Cap des Biches le dimanche matin. Ils seront accompagnés par les services de la santé et bien entendu par le groupement des sapeurs-pompiers qui fait un jalonnement de Dakar jusqu'à Poponguine. Il y a aussi nos forces de défense et de sécurité qui encadrent tout ça avec la police et la gendarmerie. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du sanctuaire. Je pense qu'il y a également d'autres infrastructures qui sont particulièrement attendues par le comité d'organisation, par l'Église du Sénégal pour un meilleur confort des pèlerins à Poponguine. Alors, comment ça se passe, l'état d'évolution de ces autres travaux, de ces autres grands chantiers pour Poponguine? Alors, ce qu'il faut saluer, c'est qu'à chaque année, nous remarquons des efforts des services de l'État, ce qui est important parce que Poponguine, avant, dans l'histoire, Poponguine, c'était un village. C'est devenu une commune et la commune grandit. Et le maire de Poponguine est en train de faire un travail remarquable pour accompagner la communauté catholique à l'occasion de cet événement-là. C'est important que quand une ville se développe, qu'on puisse mettre les infrastructures qu'il faut, afin de permettre aux populations de pouvoir bénéficier des services sociaux de base assez importants.
Donc c'est dans ce cadre-là que nous suivons avec beaucoup d'intérêt le développement de Popenguine, qui est une communauté religieuse catholique, mais qui n'appartient plus à la communauté catholique. Parce que nous vivons à Popenguine vraiment des temps de partage tellement forts avec nos frères de la communauté musulmane qui nous permettent et permettent aux pèlerins de pouvoir... Parce qu'à Popenguine, vous entrez dans une maison... Dans la cour, vous avez toutes les religions d'Abraham. Une famille chrétienne. Et cette symbiose-là, vraiment, c'est ce qui donne ce cachet particulier à ce pèlerinage-là, ce temps de partage-là qui est extrêmement important. Et ça, c'est vraiment l'une des marques déposées, en tout cas du peuple sénégalais. C'est ce dialogue fort entre toutes les communautés religieuses, particulièrement la communauté catholique et la communauté musulmane. Aziz? Juste revenir sur le thème de cette année et puis le nombre de fidèles, si on peut quantifier, attendu au niveau de Popenguine. Alors, comme je le disais, chaque année, le nombre augmente. Aujourd'hui, on peut estimer à 200 000 pèlerins. 200 000 pèlerins dans ce périmètre du sanctuaire. C'est pourquoi nous saluons les efforts de l'État, vraiment par rapport à ce nouveau sanctuaire-là, parce qu'il permet de résorber au moins un certain nombre de... Parce qu'avant, l'ancien sanctuaire ne pouvait pas contenir. Vous-même, quand vous venez pour la couverture, il était assez étroit quand même. Assez étroit. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau sanctuaire-là, nous avons la possibilité de pouvoir installer, en tout cas tous les fidèles qui viendront pour la cérémonie du lundi. Et je profite même de l'occasion pour dire aux fidèles qu'il y a beaucoup de célébrations qui commencent à partir du samedi et qu'on leur demande de venir aux célébrations, surtout le dimanche, après la veillée, ensuite de pouvoir repartir afin de permettre aux autres qui viennent, parce que beaucoup viennent, la moitié viennent le lundi. Et quand ils arrivent le lundi, ils ont besoin d'avoir de l'espace et tout ça. Et c'est pour fluidifier un peu la mobilité que nous demandons aux fidèles d'assister aux célébrations et de pouvoir repartir tranquillement le lendemain. Aux yeux des autorités de l'Église du Sénégal, ceux qui prendront leur voiture pour rallier Popenguine, pourraient-ils avoir le statut de pèlerin? Cette question, je vous la pose parce que dans un coin de ma tête, je pense à l'un d'entre nous, René Léon Fonseca. Mais il va couvrir l'événement aussi. Mais il aime tellement la facilité, mais il faut... Laissons le soin à M. Da Silva de trancher. C'est trop facile de prendre sa voiture, d'aller jusqu'à Popenguine et dire je suis pèlerin. C'est mon frère René, à moins de lui demander de faire la marche. C'est ça. Alors, c'est important de partager qu'aujourd'hui, il y en a qui ont... On retrouve dans la marche des adultes, des gens de la soixantaine, 70 ans qui font la marche, parce que pour eux, le pèlerinage, c'est la marche. Sans la marche, ils n'ont pas le pèlerinage. Donc c'est le cachet pour eux. Pour d'autres, aujourd'hui, c'est rallier Popenguine en voiture, parce qu'ils ont besoin de se déplacer. Et ils ont besoin aussi de pouvoir bouger à l'intérieur parce que le cadre de Popenguine, c'est un cadre de rencontre. On se retrouve une fois l'année et c'est à Popenguine qu'on se retrouve et c'est un cadre de fraternité. Donc chacun y vient avec ses moyens, mais il est recommandé que comme nous sommes en communauté, que les gens puissent se déplacer en communauté. Parce que Popenguine, comme je le disais tantôt, par rapport à la mobilité, il y a beaucoup de difficultés. C'est vrai. C'est pourquoi nous invitons les fidèles chrétiens, s'ils ont la possibilité d'aller s'inscrire en paroisse, de pouvoir faire dans le covoiturage, c'est ce qu'on promeut de plus maintenant. Justement, on est à la 136e édition. Alors, est-ce que vous pouvez venir un peu sur l'histoire de Popenguine? Qu'est-ce qu'on commémore à travers justement ce pèlerinage-là? La première, on va dire le premier pèlerinage vers Popenguine. Pouvez-vous un peu revenir sur l'histoire de Popenguine? C'est vrai. Alors, c'est l'histoire de Popenguine. Commence par... en 1885, par le père Joseph Strub, donc, qui a été mandaté pour fouler le sol de Popenguine. D'accord. Par Monseigneur Triel. Ensuite, en 1887, il y a eu Monseigneur Picarda, qui venait pour une prospection
qui a vu Popenguine et qui a épousé Popenguine de par sa situation géographique. D'accord. Et à partir de là, il a eu comme une sorte de révélation, ce qui lui a permis de poser le premier pèlerinage à Popenguine, qui, en 1981, sera repris pour la première fois au Sénégal par Pierre Faye, en 1981. Oui. Très bien. Donc, la marche pèlerinage a commencé en 1981, et c'est à partir de Monseigneur Picarda que nous avons eu le choix de ce site-là, qui est devenu Popenguine, parce qu'il a eu une révélation avec la Vierge Marie, qui est Notre-Dame de la Délivrante aujourd'hui que nous célébrons. C'est vraiment important de faire ce rappel. Ah non, je ne savais pas, c'est pourquoi je vous ai dit bravo. Hein. Voilà, j'ai murmuré bravo pour cette question. Ça permet vraiment de mieux cerner, de connaître aussi. Hein, qui a fait le pèlerinage. Mais il y a Abbé avec A majuscule et Abbé avec A minuscule. Je fais partie de la deuxième catégorie. Je ne serai pas usurpateur sur ce plateau, d'autant plus que voilà, j'ai sur le plateau un fidèle, hein, et pas n'importe lequel. Alors, revenir sur le thème également, un autre rappel qui serait vraiment important. Moi, je me suis dit, quand je l'ai vu, hein, que peut-être vous avez été un peu inspiré par la récente actualité sociopolitique du Sénégal avec la présidentielle, ou bien ce n'est pas le cas, c'est juste une heureuse coïncidence, va-t-on dire? Alors, nous avons au sein de l'Église catholique nos dirigeants, et ils sont autour de ce qu'on appelle la conférence épiscopale. Oui. Ce sont les évêques des différents diocèses qui se retrouvent et qui réfléchissent après chaque pèlerinage, et que je rappelle qu'ils sont des Sénégalais, citoyens sénégalais, qui aussi ont le droit de regard sur l'évolution, le développement de ce pays et les politiques qui s'y font. Alors, en 1994, ce thème-là est ressorti lors d'une conférence. Ils ont sorti un document sur le thème, parlant de la justice et de la paix au Sénégal. C'est venu à son heure, parce que la vérité finit par jaillir, toujours, et compte tenu du contexte que le Sénégal a eu ou a vécu pendant un temps, ils ont jugé important de montrer aussi leur citoyenneté et leur patriotisme à travers ce thème-là, pour y inviter les fidèles et l'ensemble de la communauté sénégalaise confondue. Donc ce thème-là nous permet aujourd'hui de nous recentrer sur l'importance de la paix, mais surtout la paix sans la justice, c'est un déséquilibre social qui s'installe. Donc c'est ça que nous voulons porter et à Notre-Dame de la Délivrante pour le Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Da Silva, Jean-Pierre Da Silva. Je rappelle que vous êtes là en votre qualité de secrétaire général adjoint du comité national d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine, un grand événement particulièrement attendu et qui sera couvert par la RTS. J'ai tellement envie d'y être, mais bon, j'ai pas été retenu dans la liste de la RTS, mais il y aura d'autres éditions, Inch'Allah. De Jean-Pierre Faye. Bon, l'autre, hein. Bon, mais quand même, j'ai invité le Monseigneur à faire une petite descente ici à la RTS pour revoir certains de ses fidèles. Hein. Voilà, une petite surveillance également, ça ne ferait pas de mal. C'est un grand sportif, Qui ça, René? René, oui, René, j'ai tellement de choses à dire, mais je vais me confesser après pour révéler des choses le concernant. Ali Medar Canon poursuit avec Et puis ne nous oubliez pas dans vos bénédictions, une fois à Popenguine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Donc on poursuit avec Mamadou Ly. Je rappelle qu'il est président de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal. Ce matin, on va un peu célébrer le miel et également l'abeille surtout. Mais parler de cet être si important, mais si fragile également, et dont l'existence même est menacée. Et avec sa disparition, c'est celle des humains qui s'en suivra. Parce que sans abeilles, voilà, pas de vie sur Terre. Aucune vie ne serait possible sans leur intervention si précieuse, mais ô combien ignorée malheureusement par le genre humain, on va le dire, parce que nous sommes également l'une des composantes de cette planète. Alors, qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui cette disparition, constatée des abeilles dans beaucoup d'écosystèmes de la planète? Monsieur Ly. Ce qui nous inspire, c'est qu'actuellement, l'humain est en train de créer des désordres.
Parce qu'actuellement, on est trop hanté par l'industrialisation de nos écosystèmes, l'industrialisation de l'agriculture, de la pêche et tout avec... c'est l'argent maintenant qui parle. On ne se soucie plus maintenant de la planète. On ne se soucie plus maintenant de notre vie sur Terre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est juste maintenant comment faire pour gagner de l'argent. Et là, actuellement, les grandes firmes industrielles sont en train de faire tout pour imposer leurs produits, les pesticides et consorts, et surtout aussi avec l'environnement aussi, ce qu'on est en train de subir au niveau environnemental. Vous voyez, tout ça, donc, ça crée vraiment un déséquilibre dans notre écosystème. En Europe, ils en sont même réduits à importer des abeilles maintenant. Voilà, pour repeupler leur campagne, leur ville. Voilà, parce que c'est un documentaire que j'ai suivi, mais j'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, nous ne sommes pas à l'abri de cela également. Ici au Sénégal, quand on voit autant de comportements, autant d'arbres qui sont coupés, hein, voilà, il y a l'absence de verdure et tout cela, cela fait fuir les abeilles et à la longue, voilà, nous ne serons pas du tout épargnés également. Et surtout, comme vous le constatez, maintenant c'est à notre porte. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a maintenant des pays qui se sont lancés carrément dans la génétique de l'abeille. Importer des abeilles, les abeilles sont manipulées génétiquement. Donc là, c'est une vraie menace. Maintenant, même nous, on est en train de se couvrir. On dit, OK, il ne faut pas introduire ici l'abeille quand même modifiée génétiquement. On ne veut pas. On se suffit pour l'instant de notre abeille vraiment Apis mellifera adansonii, qui est une abeille très forte et très résistante aux maladies. C'est pour cela qu'on lance toujours des cris pour dire aux apiculteurs de ne pas quand même imiter complètement les Occidentaux. On a vraiment une très belle abeille qui est là, qui nous fournit pas seulement du miel, mais qui pollinise aussi nos cultures et nos forêts. On a un seul type d'abeille ici au Sénégal? Oui, on a l'Apis mellifera adansonii. C'est ce qu'on veut maintenant c'est ce qu'on veut chercher, parce que actuellement on est en train de se réunir avec nos partenaires, les universités de Belgique et Machav d'Israël. Ils sont en train de nous aider pour vraiment faire des recherches pour identifier est-ce que vraiment c'est toujours l'Apis mellifera adansonii qui est là. Très bien. Et j'ai la chance de les voir à chaque fois que mes deux cocotiers fleurissent, de voir ces abeilles-là. Mais c'est un spectacle magnifique. Et... un peu trop de chance, Ali. Ah, mais une chance que j'ai su provoquer. Il suffit juste de planter des arbres. Plantons des arbres et on verra le retour des abeilles. Mais exactement. Et puis c'est important de faire aussi un rappel du rôle qu'elles jouent dans l'équilibre de notre écosystème, ou bien de nos écosystèmes. Pouvez-vous nous faire ce rappel-là? L'abeille, c'est l'abeille qui garantit à 80% de notre sécurité alimentaire. Sans l'abeille, comme vous venez de dire, on ne sait pas là où on va. Donc l'abeille est tellement importante. C'est pas seulement le miel, souvent les Sérères ils disent que aujourd'hui ils ont fui. Aujourd'hui il n'y a pas de Sérères. Ils se sont terrés là, quelque part. Parce qu'hier on les a pas ratés sur ce plateau. Et souvent quand ils partent pour même récolter le miel, ils le font vraiment en brûlant, en tuant les abeilles, en brûlant les forêts. De façon anarchique. C'est ça, d'une façon anarchique. Et là aussi, on est en train de travailler avec ça pour vraiment reconvertir les sacheurs de miel en apiculteurs. On est un peu partout au niveau du Sénégal, dans les 14 régions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai emmené du miel qui ne vient pas de la Casamance, pour montrer qu'on peut avoir du miel un peu là, partout au Sénégal. Avec plusieurs variétés d'ailleurs. Miel de Néré ici. Miel de Soum. Miel de Soum. Miel d'agrumes. Alors moi, je voudrais bien comprendre, c'est qu'on n'a qu'une seule espèce d'abeille, et pourtant vous nous proposez autant de variétés de miel. Comment cela est-il possible? Vous savez, au niveau de l'Europe ou de l'Occident, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller dans les monocultures pour avoir un miel spécifique. Mais nous, on a de la chance. On a beaucoup de variétés d'arbres et les variétés d'arbres fleurissent différemment. Donc, avec les analyses, ça va nous donner juste que c'est du miel de Soum. Vous voyez, actuellement, c'était la floraison des eucalyptus. Donc là, le miel que je vous ai amené, le miel en brèche, c'est du miel d'eucalyptus. Très bien. Donc les abeilles que je vois sur mon cocotier, elles produisent du miel de coco. Oui, de coco. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'elles vont butiner au cœur de la fleur, récupérer le nectar. C'est un spectacle magnifique, je vous le dis. Alors peut-être revenir sur le métier d'apiculteur. Est-ce que c'est un métier qui s'apprend ici au Sénégal?
Actuellement, avant, non, c'était pas bien organisé. Mais actuellement, on est en train de l'organiser. Vous voyez, l'apiculture, c'est vraiment un métier qui peut créer beaucoup d'emplois. Parce qu'un apiculteur, c'est quelqu'un qui a des combinaisons. Les combinaisons sont confectionnées par des tailleurs. Et il a aussi ce qu'on appelle les ruches. Les ruches sont fabriquées par des menuisiers. Et il a aussi ce qu'on appelle des enfumoirs du matériel inox. C'est fabriqué par des menuisiers métalliques. Tout à fait. Vous voyez. Et il a aussi... il travaille aussi au niveau des forêts classées ou au niveau des fermes. Et tout ça, c'est pour vraiment créer pas mal d'emplois. Donc, on est en train de s'organiser pour vraiment... Actuellement, on a un menuisier qui va fabriquer nos riches parce que les 90% de nos matériels qu'on utilise, ça vient de l'Europe, ça vient de la Turquie, de la Belgique, de la France, vous voyez. Donc, et pourtant, nous, on peut le faire. On a les jeunes le savoir-faire ici. Ouais, c'est ça. Dans tous les livres saints, pratiquement, on parle de l'abeille aussi. J'imagine qu'elle est présente aussi dans la Bible. Hein? Ce qui fait que c'est vraiment un être à préserver. Monsieur Da Silva. Alors, moi, je suis séduit par la présentation de ce métier d'apiculture. Et je voulais demander si aujourd'hui il y a une responsabilité, il y a quelque chose qui doit promouvoir ce métier-là, est-ce que vous avez un message par rapport à l'encadrement avec... Est-ce que l'État accompagne? Est-ce qu'il y a une politique par rapport à ce métier d'apiculteur? Si on au regard de ce que l'abeille représente pour la vie, pour l'écosystème, est-ce qu'il y a quelque chose que l'État doit faire? Oui, c'est notre... Vous voyez, on célèbre le 20 mai au niveau du centre socio-culturel de Saly, la journée mondiale de l'abeille. C'est pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Parce qu'en Afrique surtout, et dans notre pays, les pouvoirs publics, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas encore la connaissance de l'importance même de cette filière. Et c'est pour cela que nous, on est en train de s'organiser pour aller vers le pouvoir public, pour aller vers l'État, pour lui dire, OK, si vous voulez vraiment créer emploi, accompagner les jeunes, surtout, ce ne sont pas seulement les jeunes qui vivent, par exemple, à Dakar, dans les grandes villes, non. C'est les jeunes qui sont au fond du Sénégal. C'est eux qu'on va accompagner. C'est des femmes qui sont au fond du Sénégal. C'est eux qu'on va accompagner, qu'on va former, qui vont rester dans leur village pour produire du miel. Pas seulement le miel, produire du miel, produire de la cire, et même aussi faire les produits dérivés, et les produits de beauté, et tout ce qui concerne la cire. On peut faire des baumes à travers la cire. Du gommage aussi. Du gommage. À travers la cire, naturellement, à travers le miel. Oui, c'est ça, à travers le miel. Et des savons à travers aussi le miel et la cire. Tout ça, c'est des débouchés, c'est des emplois qui peuvent vraiment fixer les villageois. Fixer les jeunes qui veulent vraiment vivre dans leur tiroir. Donc c'est ce plaidoyer qu'on est en train de faire pour dire à l'État de venir vers nous. Parce que nous, l'organisation, l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal est là depuis 1998. Très bien. Elle a été créée en 1998. À Kolda même, au lieu d'être créée aussi à Dakar, on l'a créée à Kolda. C'est pour dire que l'importance, c'est le monde rural. Très bien. Et merci vous aussi, n'hésitez pas à aller vers... J'espère que l'État central vous recevra, Inch'Allah. Les nouvelles autorités surtout. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Mamadouli. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal. On va passer tout de suite au clip du jour. On se retrouve juste après. Vous pouvez faire votre choix, Monsieur Da Silva. Est-ce que je peux vous montrer le miel en brèche? Oui, bien sûr. Alors, Mahfouz, si tu permets, on va juste découvrir le miel en brèche. C'est du miel en brèche qui vient juste de la ruche. D'accord. Oui, qui vient juste de la ruche, qui n'a pas été touché. Bien sûr. Vous pouvez même goûter, si vous voulez. Il n'y a pas d'abeille. Il n'y a pas d'abeille. Vous pouvez goûter. C'est du miel en brèche brut qui n'a pas été touché, qui vient juste de la ruche. C'est super bon et super fin. Appétissant. Et c'est récolté hier soir. Est-ce qu'il ne peut pas détourner la caméra pour qu'on puisse
Non, mais ils sont en train de voir. Détourner la caméra pour que Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir tout cela. Et je vous propose tout de suite de suivre le clip du jour. On se retrouve juste après. Parce que le port du badge est le moyen d'identification qui est mis en place par le comité d'organisation pour une meilleure prise en charge de l'organisation. Merci beaucoup. Bon pèlerinage à toute la communauté chrétienne. Alors, je vous propose tout de suite de suivre le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On se retrouve juste après. Ce déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Abuja reste dans la dynamique de consolidation des liens avec les pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Ici, l'usage est respecté avec un accueil à la fois chaleureux et solennel. Le Sénégal et le Nigeria entretiennent de bonnes relations culturelles et religieuses séculaires. Leur appartenance à la CEDEAO, où ils sont des pays leaders, leur rayonnement diplomatique international et leur engagement commun sur les questions de sécurité et de développement sont également des éléments qui confortent l'amitié fraternelle. Arrivé au Palais de la République, le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par son homologue, le président Bola Tinubu, dans une atmosphère empreinte d'une grande cordialité. Les deux chefs d'État ont passé en revue la coopération bilatérale que les deux gouvernements comptent porter à un niveau stratégique à l'image des liens qui unissent les deux pays. Le président hôte, Bola Tinubu, après avoir félicité le président Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la tête du Sénégal, l'a remercié pour cette visite d'amitié et de travail qu'il effectue ici au Nigeria. De même, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est dit honoré d'être accueilli chaleureusement avec sa délégation par le président Bola Tinubu ici au Nigeria. En visite officielle au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert et son homologue du Sénégal ont profité de l'occasion pour tenir cette séance de travail. La rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur les stratégies à mettre en place pour mieux renforcer la coopération bilatérale et parlementaire. Les relations entre le Sénégal et le Cap-Vert doivent aller au-delà des domaines institutionnels traditionnels. Elles doivent porter sur des échanges culturels, sportifs, académiques, artistiques, commerciaux, entre autres, avec des actions qui peuvent promouvoir et intensifier les contacts et les échanges entre les citoyens et les organisations socio-professionnelles des deux pays. Le Sénégal et le Cap-Vert sont deux pays qui entretiennent depuis toujours d'excellents rapports. Ces solides relations seront renforcées par les deux parlements à travers des conventions et partenariats au grand bonheur des peuples respectifs. La convergence de vision de nos deux parlements en faveur de la coopération interparlementaire, tant à l'échelle régionale, continentale et internationale, se nourrit de ces valeurs en partage. Notre vision commune d'une région africaine intégrée dans une Afrique émergente et un monde plus juste et solidaire s'abreuve à n'en point douter de cette source féconde de l'amitié, du bon voisinage et du brassage entre nos deux pays et peuples. Cette visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert va se poursuivre jusqu'au 19 mai prochain. Au-delà de cette séance de travail et de la signature du livre d'or, la délégation capverdienne va aussi se rendre dans des sites culturels de la capitale sénégalaise. Encore une fois, le Premier ministre veut éviter la répétition des mêmes résolutions et des mêmes pratiques. La gestion des inondations ne dérogera pas à la règle du changement. Ceci veut dire simplement que l'État du Sénégal, jusqu'à présent, a appliqué la même méthode et les mêmes pratiques qui n'ont pas produit les résultats attendus, puisqu'on a l'impression de faire du surplace. Et chaque année,
avec son lot d'inondations. Il n'y a pas une pluviométrie vraiment exceptionnelle qui puisse justifier des inondations massives. La vérité, c'est que les négligences étatiques et administratives particulièrement, et l'indiscipline citoyenne quelquefois, sont la cause des situations que nous vivons dans beaucoup de zones du pays. Le format des conseils interministériels devra changer d'approche dans les prochaines années. En attendant, le Premier ministre s'attend à une correcte application de toutes les mesures. Les services de l'État sont tous interpellés. S'il devait y avoir des inondations qui inquiètent, ça devait se passer dans le sud du pays et le sud-est du pays. Mais pas à Dakar, certainement. Nous connaissons les causes et nous allons trouver les moyens pour injecter le maximum de ressources dans le règlement définitif, étant entendu qu'il restera toujours des problèmes liés à certaines zones, mais l'État fera le maximum. Trouver des moyens suppose aussi que ces moyens soient utilisés à bon escient. Et c'est pourquoi les moyens qui ont déjà été déployés, depuis quelques années, on nous a parlé d'une enveloppe de 717 milliards affectée à la construction d'ouvrages de drainage. Cette enveloppe fera l'objet d'un audit approfondi pour que nous puissions savoir à quoi elle a été utilisée. Autre chantier, la lutte contre l'anarchie et les constructions dans les zones non édificantes. Plus de 3500 cas d'occupation de voies naturelles d'évacuation, rien que dans la région de Dakar. C'est pourquoi nous allons instruire les services compétents pour mettre un terme à toutes les constructions anarchiques sur des zones non édificantes ou celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation. Et sur celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation, nous n'hésiterons pas à libérer ces emprises pour que l'évacuation normale des eaux puisse reprendre. Et à côté de ces actions de l'État, nous continuerons à lancer un appel à la mobilisation citoyenne. Je donne souvent un exemple, ce que nous avons pu faire à Ziguinchor, où pendant 2 ans, on n'a jamais eu recours à des entreprises pour faire le travail qu'il fallait faire. Avec une bonne mobilisation citoyenne, les caniveaux ont été régulièrement curés, les rues nettoyées, sans que la mairie ait eu à débourser le moindre fonds. C'est dans ce sillage qu'une journée citoyenne est prévue le 1er juin sous la houlette du chef de l'État. Le Premier ministre appelle à une mobilisation patriotique pour nettoyer et curer en direction de l'hivernage. Au pôle d'échange du bus rapide transit à Petersen, c'est le temps de battement pour ces conducteurs. Le temps de battement nous permet de souffler un petit peu. Donc on peut marcher, on peut manger tout un petit peu. Parce que ce sont des véhicules qui ont des fréquences de 6 minutes. Et on reste strictement les heures. Donc là, on reste strictement les heures. Donc on peut marcher sur le véhicule, occuper de notre occupation. Donc si ça nous soulage un peu. Pour ces conducteurs, cette première journée est remplie d'émotions et de fierté de faire partie des pionniers de ce transport au Sénégal. Je suis très fier de faire partie des premiers conducteurs du BRT. J'ai vu des usagers très satisfaits. Ils ont apprécié le professionnalisme des conducteurs. Je suis vraiment fier de ces témoignages. Je suis très content et fier également. C'est une journée spéciale. Les clients ont bien apprécié le service car ils y ont trouvé du confort et de la sécurité. Ils ont même dit qu'ils s'impatientaient pour le démarrage du BRT. À la station Papagay Fall, c'est le grand rush à cette heure de la soirée. L'endroit est pris d'assaut par les usagers qui ne cachent pas leur contentement. Je suis vraiment très ravie. C'est une bonne chose pour nous. Désormais, nous allons moins dépenser pour le transport et nous n'allons plus accuser de retard. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Au même moment, les arrivées des bus se multiplient. Ces quelques personnes qui rallient le centre-ville témoignent sur la qualité
du service. Le BRT, c'était très confortable et adorable. Il y avait de la sécurité et aussi ces cartes aussi, c'est très bon. Et c'est très important d'utiliser. Le BRT est confortable et rapide. Il n'y a pas d'entassement dans le bus. Nous apprécions vraiment ce type de transport. Ce qui veut dire qu'on ne va plus accuser du retard. Toutefois, certains souhaitent la revue du prix des différents tickets. Nous avons une suggestion concernant les tickets pour Grand Dakar. 400 francs, c'est trop cher comparé à celui de Guédiawaye qui est fixé à 500 francs. Un engouement fort des populations est donc noté pour ce premier jour de mise en service du BRT. C'est cet élément qui met fin à ce bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Alors, quelqu'un a emprunté le BRT entre vous? Alim Badarakan exclu d'avance, il ne passe pas par Tiwa Wanpel. Moi, je suis déjà une utilisatrice assidue du BRT. Depuis le début, ça a changé ma vie. Dakar-Guédiawaye en 30 minutes. D'accord. C'est vite fait, moi. D'accord, les points positifs? Ah, bah franchement, c'est confortable, c'est propre, climatisé. La clim, ponctuel, et puis il y en a souvent. Donc là, vraiment, comme le disait la personne qui était dans le reportage, on ne peut plus accuser de retard avec le BRT. On peut programmer et être à l'heure. Très bien, Alim Badarakan, donc pas de retard toléré à Kinkeliba. On est d'accord? Non, pas pour le matin, parce que les rotations du BRT démarrent à 6 heures. Et l'équipe est déjà sur pied à 4 heures du matin, voire 3 heures pour les chauffeurs. Mais par contre, pour le retour, là, il n'y a plus vraiment de pression à mettre sur Alioune Badara, Ndiol ou bien Fall. Hein, vraiment, la station est là. Hein, je la vois d'ici. Hein, vous sortez, vous avez votre BRT, direction Guédiawaye pour ceux qui viennent de Pirla et qui ont échoué dans la banlieue. Hein. Très bien. Voilà. Alors, bienvenue en plateau. Merci Aline Badarakan. Alors, bienvenue en plateau, monsieur Nago Sek. Un Seken ne peut être qu'excellent dans les cultures urbaines, plus dans précisément dans les musiques urbaines. Ouais. Tu me laisses terminer quand même ma phrase, Aline? Voilà, faut arrêter. Hein. Je veux Alors, te sauver. Bienvenue en plateau, monsieur Sek. Bien sûr, je suis très ravi d'être invité dans votre émission Kinkeliba. C'est un plaisir de vous recevoir. On va passer à vous dans une poignée de minutes, juste après la chronique de Laura Culture, juste après le jingle. Alors on va enchaîner. Laura, tu nous parles ce matin de cinéma, notamment un documentaire. On peut dire que c'est un cinéma itinérant finalement, parce qu'un documentaire qui est présenté en Casamance. C'est ça, qui a circulé dans différentes villes. Effectivement, aujourd'hui, on va parler cinéma et commémoration, mais on va aussi rendre hommage à des acteurs de la culture qui font un travail acharné pour fixer les légendes de ce pays, comme Jules-François Bocandé, dans la mémoire collective, et qui se battent surtout vraiment pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Alors on va tout de suite prendre la route, justement, comme tu l'as dit, pour la Casamance, avec nos collègues de la RTS 4 Ziguinchor, et cet élément de Michel Mendy, qui nous retrace une semaine de commémoration à l'occasion des 12 ans du décès de la légende du football, donc Jules-François Bocandé, par le biais du film documentaire Essamaï Bocandé la Panthère, de Maki Madi Basila et Lionel Bourki. On regarde. Devant le fait radical de la mort, tu émerges, édifice flamboyant, pour apporter à l'humanisme sénégalais les notes d'espérance d'un football renaissant. Seigneur, je veux prier pour le tragique Bocandé. Des prières pour le repos éternel de la légende du football Jules-François Bocandé, disparu le 7 mai 2012 suite à une maladie. 12 ans après, son souvenir reste encore vif dans la mémoire de ses proches et de tous ceux qui l'ont connu. En ce jour commémorant sa disparition, cinéastes, écrivains, historiens, autorités et membres de la famille Bocandé ont pris part à une table ronde sur l'héritage du Essamaï. Jules n'était pas seulement un footballeur talentueux, mais également un exemple de générosité, de passion et de détermination. En ce jour où nous nous remémorons sa vie et son héritage, nous ne pouvons être que reconnaissants pour l'opportunité qui nous est offerte de le célébrer à nouveau. Enfin, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui et votre contribution à rendre aussi significatif et mémorable cet hommage. L'événement a eu comme parrain l'actuel coach de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé. Moi, j'étais très jeune quand je l'ai vu commencer. On m'a raconté son histoire avec le Casa et puis avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a été un idole pour moi, il a été une référence pour moi, pour toute une génération.
Et quand il était avec nous en équipe nationale, c'était quelqu'un qui conseillait beaucoup les joueurs. Donc être parent aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour moi et c'est un honneur d'être là pour ça. La table ronde est suivie du vernissage d'une exposition qui retrace le parcours de Bokandé, de sa jeunesse à l'équipe nationale en passant par le Casa Sport, la Belgique et la France. Pour nous, cette célébration, c'était pour marquer la mémoire de Jules-François Bokandé, pour rendre un hommage à ce sportif qui a marqué en fait le sport sénégalais, mais aussi le sport international. Il fait partie du patrimoine sénégalais. Donc pour nous, c'était important de lui rendre un hommage et de faire perpétuer sa mémoire et auprès du peuple sénégalais. À l'occasion de cette commémoration, le film Essamay Bokandé la Panthère de Maki Madiba Sylla et Lionel Bourki a été projeté à Ziguinchor et à Sédhiou. Un devoir de mémoire inspiré par le livre Bokandé l'éternel de Abdoulaye Diop. Il servira d'outil pour la lutte contre l'oubli. Vraiment un grand merci encore à toute l'équipe de production. C'était vraiment quelque chose d'émouvant, quelque chose de fort. Et je suis d'autant plus fier car énormément de monde a répondu présent. Et pour moi, c'est vraiment non seulement une fierté, une joie. Et je pense que c'est ça qui est à saluer aujourd'hui. Ça reste une archive sur la vie de Jules et ça pourrait rester dans la mémoire collective pour des générations et des générations à venir. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont nés après que Jules ait raccroché les crampons et qui entendent parler de lui et qui ne savent pas exactement qui il est, ce qu'il a fait. Et je trouve que cette commémoration-là a son importance pour tous les jeunes qui vont naître après ou qui sont encore là et tout jeunes. Jules François Bertrand Bokandé a quitté ce bas monde à l'âge de 54 ans. Il repose au cimetière de Santhiaba de Ziguinchor, sur la terre de ses aïeux qu'il a vu grandir. Alors, Jules-François Bokandé, ça fait 12 années qu'il nous a quittés. Déjà, ça fait quand même longtemps. C'est ça, déjà, tout à fait. C'était le 7 mai 2012. Et c'est pourquoi, en fait, l'équipe du film Essamay Bokandé la Panthère, que je remercie d'ailleurs encore chaleureusement de m'avoir associée à cette émouvante célébration, a tenu, en fait, à organiser sur toute cette semaine-là du 7 mai, du 7 au 11 mai précisément, cette série de projections du film En Casamance sur les terres d'origine de Jules-François Bokandé, avec des projections populaires en plein air à Ziguinchor, à Bignona, à Sédhiou, mais aussi une table ronde le 7 mai, donc le jour de la commémoration, et une exposition qui est associée et qui se tient jusqu'au 31 mai à l'Alliance française de Ziguinchor pour retracer un peu son parcours avec des images d'archives inédites, mais surtout évidemment bien sûr les projections populaires qu'on a pu retrouver dans ces 3 villes-là. Effectivement, et d'ailleurs, on voit que c'est vraiment des projections en plein air. Comment ça se passe, justement, se déplacer d'une ville à une autre, ça demande beaucoup de logistique. Tout à fait, c'est vrai que faire circuler en fait un film comme celui-ci de façon itinérante, ça demande des moyens, ça demande une organisation toute particulière. Alors on a rencontré, pour en parler, la présidente du réseau de diffusion du cinéma numérique ambulant, c'est Madame Koumbassar, on l'écoute. En fait, le cinéma numérique ambulant, c'est un réseau international de diffusion qui existe déjà depuis 21 années et qui est présent au Sénégal depuis 2011. Donc ça fait 12 ans que nous accompagnons la promotion des films au Sénégal. C'est des cinémas totalement autonomes et indépendants et qui épousent le cadre où il est installé. Donc là, on est sur l'esplanade à la place de l'Indépendance au niveau de Sédhiou. Hier, on était dans un hôtel à Kadjoukoumane. Donc le cinéma peut être diffusé partout et pour tous. D'ailleurs, c'est le slogan du CNA. Je sais que quand ça a été lancé, c'était vraiment pour promouvoir et soutenir le cinéma africain qui était très peu diffusé. Mais de plus en plus, en tout cas avec les crises multiples, on essaie de s'ouvrir à d'autres cinémas aussi, donc voilà, le cinéma indien, chinois. Donc on est ouvert à tous les producteurs. Par rapport aussi au film Essamay, c'est un bonheur vraiment de l'amener ici au sud, parce que Bokandé est quelqu'un qui a marqué l'histoire du Sénégal et c'est un honneur en tant que Sénégalais, en tant que patriote, de pouvoir revenir avec ce film. Et on remercie Macky pour vraiment ce cadeau à la nation sénégalaise. On espère que voilà, il peut pas mourir d'ailleurs. Il s'est tellement introduit et envahi nos vies qu'il est inoubliable. Et ce film encore, par rapport au devoir de mémoire, le renforce dans notre vie, dans nos âmes. Et on espère que les générations futures qui vont venir auront aussi, grâce à ce film, la possibilité de découvrir qui était l'exceptionnel Bokandé, qui nous a fait rêver.
on était jeunes, mais on le supportait, on l'aimait. Quand on remonte un peu dans sa vie, natif de la région de Ziguinchor, qui aime le foot, qui émerge, qui devient une star. Et aujourd'hui, nous, en tant que petite Sénégalaise, revenir avec cet héritage, c'est très symbolique. On a besoin d'un technicien en son pour être sûr qu'on a la bonne qualité sonore déjà et maîtriser tout ce qu'il y a autour comme éléments techniques. D'un projectionniste, de 2 ou 3 appuis techniques pour aider aussi à installer le matériel de manière plus rapide. On s'est lancé sur un concept de cinéma ambulant. On a trouvé des moyens ambulants de sécuriser et de faire exister l'image dans ces zones complètement difficiles. Actuellement, on est dans 11 pays et au Sénégal déjà, on a 4 équipements. Je pense que c'est la plus jeune association, mais il y a d'autres associations aussi qui se sont rajoutées comme Côte d'Ivoire, Cameroun. En tout cas, le matériel de qualité est bien disponible dans ces 63 unités pour le faire partout en Afrique et au Sénégal. Un cinéma ambulant, un très beau concept qui permet de faire exister l'image. Je plagie un peu ses propos à travers vraiment toutes les régions du Sénégal, à louer et à saluer. Alors peut-être ceux qui n'ont pas regardé ce documentaire, j'ai eu à le regarder en Côte d'Ivoire, Alioune Badara Kane, je ne crois pas. Abdoul Aziz Ban, tu l'as suivi le documentaire? Oui. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas regardé. Oui, pour ceux qui n'ont pas encore vu, justement, j'ai une bonne nouvelle parce que demain matin, au cinéma Pathé, il y aura une projection et dans laquelle, justement, il y aura le parrain de l'événement, donc Aliou Cissé, et aussi les académies de sport qui ont été invitées aussi pour permettre aux jeunes aussi qui se projettent dans le football de pouvoir visionner ce film. Mais aussi, c'est ouvert à tout le monde, hein, évidemment. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir. Et ce qui est assez exceptionnel aussi cette fois-ci, c'est que le film sera à l'affiche pendant 2 semaines. Et pour ceux qui s'y connaissent dans la culture et surtout dans le film documentaire, c'est pas toujours évident, justement, de pouvoir faire circuler ces films-là. Et c'est pour ça que je disais au démarrage de la chronique que ce sont des acteurs qui se battent beaucoup pour pouvoir permettre à leurs films d'exister, malgré les difficultés, malgré le manque d'accompagnement parfois au niveau local auquel ils font face. Donc là, du coup, ce sera ouvert à tous pendant 2 semaines. Très bien, on va envoyer Alioune Badara Kane aller suivre auprès de Aliou Cissé. Oui, son meilleur ami. Son meilleur ami. Alors, on va poursuivre avec l'agenda culturel avant de terminer la chronique. Oui, alors dans l'agenda culturel, donc c'est le retour du Festival de jazz de Saint-Louis, dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue hier soir. C'est la 32e édition qui se tient du 16 au 20 mai avec les in à la place Bayandar et les off entre l'esplanade du jazz, l'hôtel Sindone ou encore le centre culturel Habib Faye. En réalité, c'est toute la ville de Saint-Louis qui va vibrer au rythme du jazz jusqu'à lundi. Le programme complet, c'est sur les pages officielles du festival. On a aussi une série de projections du film Dahomey de la réalisatrice Mati Diop, un film documentaire qui traite de la question de la restitution des biens culturels africains à travers le cas du Bénin. L'avant-première, c'était hier soir au cinéma Pathé, mais ça continue toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine entre les grandes salles et les universités Cheikh Anta Diop à Dakar et Gaston Berger à Saint-Louis. Demain, on a une table ronde, peut-être ça va intéresser notre invité Monsieur Seck, on a une table ronde des acteurs de la culture qui se réunissent pour échanger sur la nécessité d'aller vers des assises de la culture afin de contribuer efficacement au développement culturel du Sénégal dans le contexte actuel de refondation nationale. Ce sera demain, samedi 18 mai de 16h à 19h au Hub Artistes d'Oudanou à Ouakam. Et on en a une petite dernière pour ce matin, une exposition Flux ramifiés, esquisses de parenté dont le vernissage se tiendra demain, ce samedi 18 mai aussi à 16h également au musée Théodore Monod d'art africain ici à Dakar. Et là, ce sont plus de 25 artistes qui seront représentés. Et on pourra y retrouver entre autres les arts numériques avec Alioune Thiam qui présentera une expérience en réalité virtuelle qui se posera la question de ce que deviendrait le musée Théodore Monod s'il devait, dans les décennies proches ou lointaines, renouveler ses collections dans une société de l'excès par une hyperproductivité et une surconsommation. Donc le vernissage c'est demain à 16h, mais l'exposition elle sera en place jusqu'au 15 septembre. Très bien, merci beaucoup justement pour toutes ces activités de ce week-end. L'agenda culturel présenté par Laura. Alors on va continuer justement, on parlait tout de suite de culture urbaine avec justement ce panel qui aura lieu demain. On va continuer avec les musiques urbaines avec notre invité du jour. Il s'agit de Nago Seck, journaliste et historien en musique urbaine. Alors un Secken dans les musiques urbaines ne peut être qu'excellent. Alioune, c'est à toi. On va lui laisser le soin de confirmer, mais je pense qu'il n'a pas à le dire parce qu'il ne le dira pas. Étant un grand monsieur, les grands messieurs sont connus de parler d'humilité. Mais là, je peux le dire, de vive voix, c'est l'un des plus grands connaisseurs, en tout cas historiens des musiques urbaines africaines, surtout du côté de l'Hexagone où il représente bien véritablement les hommes de culture du Sénégal. Mais cela ne saurait surprendre quand on sait qu'il vient quand même du pays de Senghor.
Monsieur Sek Nago. Alors, il est là au Sénégal et on en a profité quand même pour le faire venir sur ce plateau, pour revenir avec nous, pour qu'il revienne avec nous sur l'évolution des musiques urbaines africaines sur la scène mondiale. Aujourd'hui, pensez-vous que l'Afrique a fini de bien se positionner sur la scène mondiale? Tout à fait. Depuis les années 80, avec l'avènement de la gauche au pouvoir en France de Mitterrand et de Jacques Lang, qui a d'ailleurs préfacé un de nos livres, Les musiciens du beat africain. Le fameux Grand Soir. Voilà. Donc, qui a fait la fête de la musique. Il a permis d'aider les artistes africains non seulement à pouvoir voyager, mais aussi à les représenter et représenter la France à l'étranger. C'est ainsi que Touré Kunda fut le groupe précurseur et le groupe phare des années 1980, tout comme Mori Kanté, etc. C'est la world music. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu prendre les musiques traditionnelles qu'ils ont injectées dans les musiques contemporaines, ce qu'on disait, les musiques contemporaines. Parlant de musiques urbaines, d'ailleurs, c'est une expression que nous avons lancée, ma femme et moi, qui est le titre d'un de nos livres, Les grandes figures des musiques urbaines africaines. C'est de là que c'est parti, musique urbaine, l'expression. Voilà, c'était en 1995, je pense. Est-ce que vous recevez des royalties? Parce que ça, c'est posé comme question. Ce droit-là vous appartient. Bon, ça, c'est privé. C'est privé. Nous ne sommes pas des millionnaires en tout cas. Voilà. Et pourquoi musiques urbaines africaines? Parce que les musiques urbaines africaines sont nées dans des creusets. Que sont les villes urbaines, justement, les grandes cités, ou les villes portuaires, où se retrouvaient plusieurs communautés qui venaient de l'étranger, etc. Ils ont pris, avec l'arrivée des instruments occidentaux, comme la guitare au début du XXe siècle, et les saxophones, les pianos, etc., ils ont pu mélanger les musiques traditionnelles avec les musiques, disons, non, ils viennent de l'Occident, via l'esclavage aussi. Donc c'est un juste retour des choses. Parce que les musiques traditionnelles ont influencé le monde entier via l'esclavage. Si on va, par exemple, au Brésil, on trouve la samba, qui vient du semba, le semba angolais. Donc il y a une lettre qui change. S-A, samba, S-E, semba. Voilà. Si on va, par exemple, en Colombie, on trouve la champeta. La champeta, c'est presque la rumba congolaise, ou le soukous congolais. Et ils chantent, en Colombie, ils chantent en lingala aussi. D'accord. Voilà, carrément. Donc, et il y a le tango. Le tango du côté argentin. Tout à fait. Une musique qui vient de là. Parce que, mais ces musiques urbaines ont commencé à inonder le monde dans les années 80 avec des locomotives, comme je disais, Touré Kunda, comme Alpha Blondy du côté du reggae. Parce qu'il ne faut pas penser que le reggae ne fait pas partie de ces musiques urbaines. Le reggae est typiquement africain à l'origine. Voilà. Et des groupes comme Osibisa du Ghana, qui dans les années 70 a été créé grâce à l'avènement de Kwame Nkrumah, qui donnait des bourses aux étudiants ghanéens qui allaient en Angleterre pour étudier la musique. C'est ainsi qu'en plein mouvement hippie, ils ont créé le groupe Osibisa qui a tourné dans le monde, qui a rempli des stades en Inde, à Bombay, à l'époque, etc. Donc les musiques ont influencé. Je me suis rendu compte l'année dernière quand j'étais à New York, j'étais dans un studio à Times Square, et il y avait un groupe métissé qui faisait de l'afrobeat. Que faisait Fela, Nicolas Poukoudi? Fela, et j'allais vous poser d'ailleurs une question sur Fela. C'est incroyable, parce que quand tu développais, j'ai pensé à Fela. Par rapport à ces grands monuments, en tout cas des musiques urbaines ici en Afrique, et voilà, il a dit, c'est sorti. Qu'est-ce qui représente, par exemple, quelqu'un comme Fela? Oui, Fela a quitté dans les années 60 le Nigeria pour aller étudier la musique en Angleterre, et avec son ami Tony Allen. Tony Allen qui fut un des plus grands batteurs que l'Afrique ait connu, et qui a créé ce beat qui donne l'afrobeat, justement. Parce que quand on dit afrobeat, on pense à Fela uniquement, mais on oublie Tony Allen, qui était le batteur et l'arrangeur. Voilà, ils ont créé à Londres un groupe au début de rock, qui s'appelait Kula Lobitos. Et quand ils sont revenus au Nigeria, après leurs études, ils ont entendu un Sierra Leone qui a fait ce qu'on appelle de l'afro-jazz. Et c'est là qu'ils se sont dit, au lieu de faire du rock comme les Anglais, on va prendre notre musique traditionnelle qui était la juju music et rajouter du jazz et un peu de funk.
Et c'est ça qui a donné cet afrobeat et ce tempo qui swing tout le temps. Oui, c'est ça. Et justement, que pensez-vous de cette nouvelle génération avec ces nouveaux artistes qui sont connus à travers, on va dire, le monde entier? Je pense un peu à la dernière Coupe d'Afrique, Coup de marteau, ou encore Tamsir, et également tous ces artistes nigériens. Je pense que Laura... Davido, vous les connaissez. D'accord. Vous connaissez. Vous avez en face de vous un historien. Non, parce que tous ces artistes sont sur notre site. Nous avons créé un média sur le net qui s'appelle afrisson.com et qui reparle de toutes ces musiques, des grands courants musicaux africains, des artistes, mais de tous les styles musicaux. Pas que des anciens comme on dit, n'est-ce pas? Bon. Mais c'est vrai que ce que je trouve formidable aussi dans ce que vous nous racontez, c'est déjà d'avoir quelqu'un qui a suivi en fait ces actualités-là depuis aussi longtemps. Et les histoires que vous nous racontez sur ces artistes, en fait, je trouve ça très précieux. Et c'est intéressant de voir aussi que vous avez une plateforme sur laquelle vous faites un peu ce lien-là entre les générations. C'était le cas aussi avec le film dont j'ai parlé avant. On explique pourquoi l'historique d'une équipe est arrivé jusqu'à cette Coupe d'Afrique par la suite. Et en fait, c'est grâce à ces figures-là dont vous nous parlez qu'on peut en fait comprendre un peu comment on en est là aujourd'hui. Donc, je suis très ravie de partager le plateau avec vous en tout cas et je prends des notes. Merci. Prenons bonne note. Aujourd'hui, c'est une véritable industrie qui rapporte des milliards et des milliards à ceux qui savent véritablement faire fructifier ces niches-là, les niches qu'elles offrent. En Afrique, comment vous trouvez cette industrie-là? Est-ce qu'elle est aussi dynamique? Est-ce qu'elle est même utilisée par rapport aux nombreuses potentialités qu'elle offrirait? Oui, comme je dis toujours, la musique est une industrie. Ce n'est pas que de l'amusement comme pensent beaucoup d'hommes politiques, malheureusement, ou de l'ambiance, ou de la musique bamboula. C'est une industrie. Et si on regarde, par exemple, en France, l'industrie de la musique rapporte plus de 10%, et dans les 10 premières industries qui rapportent le plus d'argent à la France. Dans leur PIB. Pourquoi pas? Pourquoi? Si on prend un exemple d'un artiste qui tourne à travers le monde, un Mori Kanté du temps de son Yeke Yeke. Oh, Yeke Yeke. Quand il tournait dans le monde, il faisait tourner plus de 200 personnes. Déjà, il partait avec plus de 200, sans compter le service d'ordre qui est payé, sans compter le merchandising, tous les produits qui sont vendus, les kiosques à bière, à vin, etc. pour l'Europe. Et ici, peut-être pour le bissap et le bouillon. Et le gingembre. Donc, il fait tourner beaucoup de monde. Donc, ça rapporte. Et ces devises rentraient en France parce que leurs agents étaient en France. Pourquoi ils n'ont pas créé des agences ici, en Afrique? Pourquoi ils n'ont pas créé, justement, des structures? Pourquoi? Parce que la France finance, subventionne les artistes d'abord. Et à chaque fois qu'ils sont subventionnés, dès qu'ils peuvent aller de leur propre ailes, ils louent eux-mêmes les salles. Ils organisent eux-mêmes et du coup ils embauchent. Donc la musique est créatrice d'emplois. La musique est source de rentabilité financière. Il faut la respecter. C'est aussi notre patrimoine, n'est-ce pas? C'est toute une industrie, la musique. C'est une grosse industrie. Alors, on est rattrapé par le temps. Et c'est un sujet tellement intéressant que ça me fait mal au cœur. Honnêtement, Aline Badara Kane. C'est réciproque. Hein? Un sujet très intéressant. Sans doute, pourquoi pas... Il dit qu'il vient de trouver un invité pour Midi Mat. J'allais te dire que j'avais trouvé un invité pour Je t'invite en 52 minutes où on parlerait que de musique. Effectivement. On est vraiment rattrapé par le temps, ça me fend le cœur. Il est déjà 8h, vraiment, peut-être un dernier mot pour lancer un message. Un dernier mot, je vous invite tous ce soir à partir de 18h à I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we's alone.